Bon, bonjour. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Olivier Delamarche, Philippe Béchade, beaucoup plus connu que moi. Mais donc, on va vous parler d'économie. On va faire un petit tour macroéconomique, mais orienté monnaie et on va vous expliquer comment les banques centrales sont en train de joyeusement détruire la monnaie. Et ensuite, on essaiera de vous indiquer quelles pourraient être les pistes de sortie de ce corner dans lequel on est en train de rentrer joyeusement. Philippe concentrera ses pics acerbes sur le Bitcoin. Sur les cryptos en général, d'ailleurs. Sur les cryptos. Et donc, on essaiera tout de même de vous donner une piste, tout en sachant qu'évidemment, malheureusement, n'ayant pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement comment ça pourrait se passer, ni à quel terme. Ceci dit, ça peut être assez rapide, et on verra pourquoi. Donc, on va vous parler de la fin du système monétaire. Alors, c'est un titre un peu violent, mais je pense que on est réellement dans cette position-là. Aujourd'hui, vous avez les banques centrales qui sont rentrées dans une espèce de course infinie qui ne peuvent pas stopper de création monétaire. Ils le font depuis longtemps déjà. Ils ont considérablement accéléré en 2008 et ils n'ont pas arrêté depuis. Alors, pour des raisons de communication, ils vous font croire qu'ils arrêtent. Les États-Unis ont, il y a déjà un petit moment, arrêté les quantitative easing, ou soi-disant arrêté les quantitative easing. Mais je vous rappelle qu'ils ont maintenu leur bilan à la hauteur où il était, et que pour le maintenir à la hauteur où il était, il fallait quand même qu'ils créent 40 milliards par mois. Alors 40 milliards de dollars, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais enfin, tout de même. Et donc, on avait un QE qui ne portait pas le nom de QE, mais qui en était bien un, de 40 milliards par mois. Là-dessus, vous aviez les Japonais qui, eux, faisaient 80 milliards. Et puis, vous aviez notre représentant européen, M. Draghi, qui lui aussi faisait 80 milliards. Et puis, vous aviez les Chinois qui, eux, y allaient joyeusement, puisque rien que cette dernière année, c'est 400 milliards par mois jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça fait quand même 4000 milliards, l'air de rien, c'est pas rien. Et donc, tout ça se fait, alors, sans forcément le crier sur les toits, hein, parce qu'on n'a pas besoin, mais se fait tout de même tous les mois. Et donc, vous avez évidemment cet argent qui débarque sur les marchés et qui provoque les bulles qu'on connaît. Hein, bulles sur le marché obligataire, bulles sur le marché actions, bulles sur les cryptos. Donc, Philippe va vous en parler. Mais c'est un système qui maintenant est inarrêtable. Pourquoi ? Parce que au départ, une banque centrale était motivée par des données économiques. Il fallait maîtriser l'inflation et il fallait, dans les statuts même de la Banque centrale américaine, il fallait relancer la croissance. Alors, là, aujourd'hui, à force d'acheter tout ce qui peut se trouver sur le marché, je vous rappelle par exemple que la grande gagnante, c'est le Japon, avec 70% de tout ce qui est émis
que ce soit obligataire, action, ETF, qui est acheté par la Banque centrale. Donc les banques centrales deviennent d'énormes SICAV avec pas mal d'actifs pourris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand vous êtes une énorme SICAV, vous devenez dépendante du marché et non plus des chiffres économiques dont vous vous fichez comme de l'an 40. Seules les données de marché sont intéressantes pour eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le marché avait la mauvaise idée de se planter de 20 ou de 30%, ça ferait désordre. Ça ferait une banque centrale en faillite, avec des pertes colossales. Donc vous devenez ce qu'on appelle, dans notre jargon, market dépendante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez plus vous arrêter. Comme le drogué, si vous voulez, qui n'a pas sa dose d'héroïne tous les jours, et puis il faut monter la dose d'héroïne pour qu'il ne redescende pas trop vite. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous devez acheter et continuer à acheter. Et pour continuer à acheter, vous devez faire marcher la planche à billets. Et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin parce que si vous arrêtez, le marché baisse. Ça s'appelle un Ponzi, tout simplement. Ça s'appelle un Ponzi. Alors, le pauvre Madoff, lui, il est allé en prison, mais les banquiers centraux, ils ne sont pas encore en prison. Et je doute qu'ils y soient à un moment. Donc, vous êtes obligé de continuer. Tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que tout le bruit que vous entendez régulièrement, où on vous dit les banquiers centraux vont sortir de ce piège, etc., ils ne peuvent pas sortir de ce piège. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Ils peuvent faire semblant, ils peuvent communiquer là-dessus, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils continueront d'une manière ou d'une autre à imprimer des billets, parce qu'ils sont condamnés à ça. Sinon, les marchés s'écroulent. Or, aujourd'hui, vous n'avez pas que les banques centrales qui sont dépendantes de tout ça. Vous avez aussi, par exemple, tout le système de retraite américain. Vous savez que tous les fonds de pension américains publics sont sous-capitalisés de 50 ou de 60%. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, leurs 50% d'actions, ou 60% d'actions quelquefois, se cassent la figure de 40%? Ça fait quoi? Ça fait un trou. Ça fait que vous ne pouvez plus payer les retraites de vos fonctionnaires. Ça risque de faire désordre. Donc, ça veut dire que les banques centrales continueront, envers et contre tout, à mettre de l'argent. Et ils le disent d'ailleurs, quand on les écoute, parce qu'il faut quelquefois les écouter. Ils disent beaucoup de bêtises, mais quelquefois, ils disent des choses intelligentes, ces gens-là. Donc, il faut les écouter. Et ils vous disent quoi? Dans chacun de leurs discours, ils vous disent la même chose. Ils vous disent, si jamais il y a besoin, si jamais les marchés reculent, nous interviendrons. Et nous interviendrons massivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'en doutez pas, vous n'avez pas aujourd'hui, nulle part, de limite à l'impression, de limite à la taille du bilan d'une banque centrale. Dans aucun bouquin, vous n'avez qu'une banque centrale ne peut pas dépasser X trillions ou X fois le PIB du pays. Vous avez la Suisse, notamment, qui montait à 115% du PIB, de son PIB. Donc, il n'y a rien qui vous limite dans votre bilan de banque centrale. Là, aujourd'hui, le bilan de la banque de la Fed, c'est 4 500 milliards de dollars à peu près, je crois, il me semble. Alors, on est redescendu à 4 250, je crois. Ouais, 4 250 milliards. Si je vous dis que demain, ça monte à 6 000 milliards, ce n'est pas un souci. Ça peut monter à 8 000, ça peut monter à 10 000. Pourquoi? Parce que tant que, finalement, vous accepterez le dollar comme monnaie, il ne peut rien se passer.
Donc en fait, ça dépend de vous. Et la Banque Centrale Européenne, c'est exactement la même chose. Tant que les gens ne réagissent pas, tant que les gens ne refusent pas le billet qu'on leur donne, eh bien, la Banque Centrale peut continuer. Elle peut acheter jusqu'à 10 000 milliards, jusqu'à 15 000 milliards, jusqu'à une fois le PIB américain. Pourquoi pas ? Rien, je vous dis, n'est marqué nulle part. Il n'y a pas d'équation mathématique qui vous donne la limite du bilan d'une banque centrale. Je vais peut-être rebondir là-dessus. On accepte les dollars créés, les euros créés, les yens créés, parce qu'on semble accepter l'alibi que c'est fait pour notre bien, que c'est fait pour relancer l'économie. Les banques centrales nous vendent le concept que si on réinjecte de l'argent dans l'économie, ça va accélérer le taux de rotation monétaire. Or, on observe depuis 2009 absolument tout l'inverse. Plus on injecte d'argent, plus le taux de rotation monétaire baisse. Je vais y revenir dans quelques instants. Les QE sont un aspect de la création monétaire. L'autre, qui semble aujourd'hui tellement évident que ça en devient presque quelque chose de furtif, or plus c'est énorme, moins on en parle, mais si une banque centrale arrête d'imprimer, c'est-à-dire de le faire délibérément, pour notre bien à tous. Dans le même temps, les déficits américains continuent de se creuser. Même chose pour le Japon. Et si la Banque centrale n'est pas le premier acheteur, on s'aperçoit que le pays qui a besoin de boucler sa fin de mois continue d'émettre des bons du Trésor. Aux États-Unis, depuis 2 ans, l'un des principaux acheteurs de bons du Trésor n'est plus là sur le marché. C'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est en déficit. Elle était acheteuse nette de bons du Trésor américain. Et aujourd'hui, elle est devenue débitrice. Et pourtant, les bons du Trésor américain continuent de se placer. Alors que la Fed a dit qu'elle n'en achetait plus. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire que les caisses de retraite américaines continuent de souscrire aux émissions du Trésor américain, qui ne sont plus achetées par la Fed, on va dire, comme acheteurs prioritaires, acheteurs de premier rang, mais pour l'instant, tout le monde se dit, de toute façon, si jamais ces émissions arrêtaient de se placer naturellement, de toute façon, la Fed, comme dit Olivier, elle a prévenu qu'il faut faire preuve de souplesse. Je reprends l'expression de Jérôme Powell lors de son intervention il y a 3 jours. Ça veut dire quoi la souplesse ? Ça veut dire que si d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a une tension sur les taux, on est là, on va intervenir. Donc il y a la foi dans le fait que, de toute façon, si ces émissions du Trésor, il va falloir certainement en rajouter 1000 milliards en 2018, puisque la fameuse tax reform va passer. Donc, si jamais il y avait besoin, on sait que la Fed sera là. Donc, je rejoins complètement Olivier, mais je rajoute ceci, c'est-à-dire que si les banques centrales n'impriment pas d'argent, les besoins de financement des États sont tels qu'on continue d'en imprimer de l'argent, même si ce n'est pas la Fed ou la BCE ou la Banque centrale du Japon qui le fait. Alors maintenant, je reviens sur cette histoire de rotation monétaire. On est parti, les banques centrales continuent de nous vendre l'idée qu'injecter de l'argent relance la croissance. On est tout content qu'au bout de 9 ans de création monétaire, nos limites, on soit arrivé à du 2,5% de croissance en Europe. Sauf que pendant 8 ans, ça n'a pas fonctionné. Or, imaginez que la Banque centrale ait pris une initiative prétendant que ça va améliorer, on va dire, l'état de l'économie, et qu'au bout de 3-4 mois, on obtienne une baisse des marchés. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce que la Banque centrale aura imaginé ou quel discours elle aura vendu. Mais au bout de 3-4 mois, les marchés baissent. Je peux vous assurer que si au bout de 6 mois, et après intense concertation entre la Banque centrale, Goldman Sachs, JP Morgan et les autres, si au bout de 6 mois, une initiative de la Banque centrale aboutit à une baisse des marchés, je peux vous assurer qu'on va changer de politique monétaire. Pourquoi aujourd'hui on poursuit une politique monétaire qui ne donne pas les résultats que l'on prétend obtenir, c'est-à-dire de l'inflation, de la vraie croissance
et de l'emploi, car on n'a obtenu absolument pratiquement rien de tout ça en regard des sommes injectées, c'est que si on continue dans quelque chose qui ne marche pas ou qui ne produit pas les effets que l'on prétend obtenir, c'est simplement parce que les marchés sont tout contents que les cours montent, que les actifs continuent de connaître une inflation qui ressemble de plus en plus à une montgolfière, des bulles. Les marchés aiment les bulles. Ils se fichent complètement que la Banque centrale adopte ou pratique une politique qui a de vrais effets sur l'économie. Voilà où nous en sommes. Donc, tant que les banques centrales font ce que les marchés attendent, elles ne vont effectivement pas changer de méthode, elles ne vont pas changer de stratégie. Si elles avaient dû le faire, ça serait fait depuis très très longtemps, devant l'échec d'une vraie croissance, d'une vraie reprise de l'inflation, qui n'existe pas. Donc, on est vraiment là dans le pur Ponzi, c'est-à-dire que tant que les banques centrales vont injecter de l'argent, même si ça n'a aucun effet, les marchés vont valider cela parce que l'on est dans le Ponzi et que les banques centrales font en sorte que ce Ponzi ne s'effondre pas. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Vous êtes exactement dans le même... Philippe parlait de déficit de l'État, de déficit budgétaire. Au Japon, c'est 7 à 10%. Aux États-Unis, c'est par an de déficit budgétaire. Aux États-Unis, c'est en général... Au minimum 5. Au minimum 5. Au minimum 5, mais il y a quand même des choses qui sont amusantes. Quand vous creusez un tout petit peu la dette américaine, vous apercevez que c'est plus de 5. C'est tout simple. Entre 2007 et la fin 2016... vous avez eu 10 000 milliards de dollars, rien que pour l'État, je ne parle pas du reste. Vous avez eu 10 000 milliards de dollars qui ont été de dettes d'État sur ces 8 ans, 9 ans, et vous avez eu dans le même temps à peine 4 000 milliards de dollars de plus de PIB. Donc ça veut dire en gros 2,5. Donc on a mis 2,5 dollars pour faire 1 dollar de PIB tous les ans. Et c'est loin d'être fini. Vous avez la même chose en Europe. En Europe, on vous parle de l'Espagne en vous disant c'est génial, c'est reparti en Espagne, etc. Alors déjà, moi, un pays où on met dans le calcul du PIB la prostitution et la drogue, déjà, je commence à tiquer un tout petit peu, parce que si la croissance était réellement repartie, on n'aurait peut-être pas besoin de ce genre d'artifice pour gonfler le PIB. Et la deuxième chose, c'est que quand vous regardez l'Espagne, vous avez eu, je pense que c'est un record, sur cette même période, c'est-à-dire fin 2007 jusqu'à fin 2016, vous avez eu 12,10 € de dette pour 1 euro de PIB. Je vais rajouter quelque chose à propos de l'Espagne. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça, c'est purement de la dette d'État. Je ne parle pas de dette des ménages, je ne parle pas, comme aux États-Unis, vous savez qu'il y a aujourd'hui une dette énorme qui concerne les ménages, que ce soit les dettes de carte de crédit, que ce soit les dettes automobiles, que ce soit la dette étudiante. Mais là, c'est purement de la dette d'État. Ce n'est pas de la dette d'entreprise, ce n'est pas de la dette de ménage. Quand vous avez des chiffres comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce système n'est basé que sur de la dette parce qu'ils ne savent pas faire repartir l'économie autrement. Et donc, que vous avez des banques centrales qui vont être amenées toujours à financer, à acheter et donc à imprimer. Et donc, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que ne pensez pas que tout d'un coup, Madame Yellen va se mettre à réellement remonter les taux. Elle ne peut pas se le permettre. Quand vous avez une dette colossale comme ça et que vous remontez les taux de 1%, vous voyez ce que ça fait en intérêt? Imaginez les Japonais qui ont 250% de dette d'État.
ils relèvent leur taux de 1%. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont 2,5 d'intérêt à payer. Et 2,5 d'intérêt à payer quand vous faites 0 de croissance, ça fait mal. Donc ça n'arrivera pas. Et vous avez eu d'ailleurs M. Kuroda, le patron de la Banque centrale japonaise, qui pendant des mois a essayé de faire croire qu'il allait normaliser son bilan, et puis qui a fini par dire « non, je ne peux pas ». Et donc on continuera à faire des QE. Et ils seront de plus en plus importants. Parce qu'il faut bien se rendre compte à un moment que vous ne pouvez pas. Ils se sont piégés eux-mêmes. Il ne fallait pas, au moment où ils l'ont fait, commencer des QE de cette façon-là et les continuer. Un quantitative easing, il faut être quand même assez crétin pour penser que ça peut relancer l'activité et l'inflation. Moi, il va falloir un jour qu'on m'explique, j'aimerais bien discuter avec un banquier central, qui m'explique comment une banque centrale qui rachète des obligations peut imaginer, 1, que ça fasse baisser le chômage, 2, que ça relance de l'inflation, et 3, que ça relance l'activité. Par quel mécanisme? Vous achetez une obligue, vous la mettez dans votre bilan. Par quel mécanisme ça va relancer l'inflation et l'activité? C'est idiot. C'est-à-dire, le principe est idiot. C'est de la théorie classique, c'est la théorie keynésienne, avec ce fameux ruissellement qui, évidemment, n'arrive jamais. Mais, comme je l'expliquais, la Banque centrale poursuit une politique qui plaît et convient au marché. On se fiche qu'elle ne convienne pas ou qu'il n'y ait pas de transmission à l'économie réelle. Et en plus de ça, nous baignons en permanence dans une intox. Alors je vous renvoie au dossier que Olivier a déjà largement alimenté sur l'illusion du plein emploi aux États-Unis. Mais on parlait de l'Espagne il y a 2 minutes. L'Espagne, c'est un pur storytelling. Regardez, chaque mois ou chaque trimestre, les commentaires triomphants sur la baisse du chômage des jeunes. Ça y est, on est reparti, le chômage des jeunes baisse. La réalité, c'est qu'il y avait, début 2009, il y avait pratiquement 3 900 000 jeunes au chômage. Ça représentait 20% de la population et ça représentait un taux de chômage des jeunes de plus de 40%. Aujourd'hui, le nombre de jeunes au chômage est de 2,7 millions, 1 200 000 de moins. La vache, avec les injections et la politique de la BCE, on lui a mis un sacré coup au chômage, on l'a vaincu. En fait, il y a 1 200 000 jeunes espagnols qui ont quitté le pays. Direction les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Australie. Si vous réintroduisiez ce 1 200 000 jeunes en disant « allez, rentrez au pays, il y a du boulot, il y a du taf », là, s'ils rentraient aujourd'hui, on se retrouverait avec le même taux de chômage qu'en 2009. Le chômage n'a pas baissé, c'est les jeunes qui se sont barrés. Et on est dans ce storytelling permanent. Je vais insister sur l'escroquerie de ces politiques monétaires expansionnistes. Je parle des jeunes qui sont partis en Espagne. Maintenant, je vais vous parler, pour ceux qui sont de notre génération, je vais vous parler de nos enfants. Aujourd'hui, quand un jeune veut se constituer une retraite, quand il achète des bons du Trésor, quand il achète des actions, aujourd'hui, il se constitue une épargne qui lui rapporte 0,70 si c'est des OAT, 0,36 si c'est des Bund et 1,45 si c'est des bonos espagnols. Bon, on est français, donc regardons les OAT. Combien faut-il investir dans des OAT aujourd'hui? Et en prenant le mécanisme des intérêts composés, mettons que vos enfants aient 30 ans et que la retraite soit grosso modo 60, combien faut-il aujourd'hui mettre de côté pour pouvoir obtenir 1 000 € de revenus à terme? Mais aujourd'hui, c'est absolument impossible de mettre assez de côté
pour obtenir 1 000 € de revenus à terme. Autrement dit, il n'y a pas d'inflation dans notre vie de tous les jours, dans le panier de la ménagère, dans l'indice PCE que suit la Fed. L'inflation, elle est juste décalée. Ça veut dire que vous payez aujourd'hui votre retraite 3 fois, 4 fois plus cher qu'il y a 10 ans. À la sortie, il n'y aura rien. C'est-à-dire que l'inflation, elle est dans le coût de votre épargne. Quand vous achetez aujourd'hui des actions et sur le S&P, on s'est arrêté avant-hier à 2660. 6 points de plus. Et vous aviez exactement 2000 points de mieux que le 9 mars 2009. 2000 points de plus sur le S&P, ça correspond exactement à multiplication par 4 du prix des actions. Alors vous ne m'expliquerez pas que les profits des entreprises ont été multipliés par 4 par rapport à l'été 2007 ou l'automne 2007. Autrement dit, aujourd'hui, il va falloir que vous mettiez de côté non pas 100 000 $ pour toucher 2 500 $ avec un rendement de 2,5. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre 1 million de $ pour toucher une retraite à peu près décente compte tenu du niveau de rendement des actions. Autrement dit, l'inflation, elle n'est pas dans le panier de la ménagère, elle est dans l'épargne que vous vous constituez pour dans 20 ans, pour dans 30 ans, et qui ne rapporte rien, et qui est au contraire en risque absolu. C'est-à-dire que sur des actions qui ont fait x4, si ça se passe mal, combien vont-elles perdre? Combien d'années de dividendes perdrez-vous si les actions perdent 40%? En fait, vous perdez la totalité de ce que vous pouviez escompter à un horizon de 20 ans ou de 30 ans. Sur les obligations, si ça se torche, là aussi, vous allez voir votre capital à terme s'effondrer. Donc, les banques centrales ne nous veulent pas, nous, aujourd'hui, la génération ce qu'on appelle les baby boomers, elle affecte les millennials. C'est-à-dire que les millennials, aujourd'hui, ils achètent une retraite totalement bidon. Tout ce qu'on leur fait acheter, c'est payer une fortune pour un rendement zéro. Donc c'est ça, surtout, la vraie escroquerie des QE, c'est que ça rend totalement improductif et ça porte à des prix exorbitants la retraite que vous vous constituez ou que vos enfants vont se constituer et qui ne leur rapportera peut-être rien, ou ils auront peut-être perdu énormément à la sortie. D'ailleurs, ils perdent déjà énormément, puisque quand vous confiez aujourd'hui 100 € à un organisme de retraite, en fait, on vous en crédite à peine de 55. Alors, dernier point, très vite, mais qui est capital, et dont évidemment personne ne parle, c'est le point de vue démographique, qui va faire que la croissance, en plus potentielle des pays, des différents pays, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Asie, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a un vrai problème de vieillissement de la population en Chine. Au Japon, j'en parle même pas. Vous savez qu'au Japon, vous avez aujourd'hui 126 400 000 personnes, qu'en 2050, ils seront moins de 90 millions. Ça fait un tiers de la population en moins. En Chine, vous avez un vieillissement qui est quasi exponentiel. En Italie, pareil. En Allemagne, pareil. En Espagne, ça commence. Et vous avez non seulement un vieillissement de la population, mais une diminution de la population. D'accord ? Il y a moins d'Italiens aujourd'hui qu'hier, que l'année dernière. Il y a beaucoup moins de Japonais que l'année dernière, mais il y a moins d'Allemands que l'année dernière, mis à part le million de migrants que Mme Merkel a fait rentrer. Ce problème-là, il est essentiel. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, il y a des études qui sont très bien faites là-dessus, quand vous avez, à partir de 70 ans, vous consommez la moitié de ce que vous consommiez au pic de votre consommation qui se termine autour de 55 ans. Vous consommez la moitié et vous avez évidemment des revenus de la moitié.
Et là, aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, vous avez de plus en plus de dépendance. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus de gens qui sont à la charge, de gens qui sont actifs et qui travaillent. Et de moins en moins d'actifs. Ce problème n'est jamais adressé par aucun politique. Alors si ils vous disent « Oh là là, on va repousser l'âge de la retraite de 62 à 63 ans », c'est bien. C'est tout à fait à la hauteur du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une population de retraités qui peut arriver à 30% de votre population, ou même à 40%, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? Ça veut dire que vous, sur cette population-là, vous avez la moitié de ce que vous aviez en croissance avant. Comment vous faites? Avec une dette phénoménale? Vous pensez que les taux vont réellement monter? Vous pensez qu'on va arrêter de faire de la dette? Vous pensez quoi? Vous pensez que vous allez toucher vos retraites? Non. Donc, ça veut dire que ce système, aujourd'hui, est un système qui est en train de mourir et que pour faire semblant, pour le tenir le plus longtemps possible, eh ben, on multiplie la dette, on multiplie les planches à billets parce qu'il faut tenir le plus longtemps possible. J'ai toujours dit, un mouton pour le tondre, il ne faut pas qu'il bouge. Ben, vous êtes tous des moutons et il ne faut pas que vous bougiez. Donc, on fait de la com. C'est ce que Philippe vient de vous expliquer. On fait de la com, c'est-à-dire qu'on vous explique que tout va bien, on vous explique que la dette, ce n'est pas un problème, on vous explique que la croissance, elle va revenir demain, on ne sait pas comment, mais enfin, elle va revenir, et que tout va bien se passer. Non, tout ne va pas bien se passer. Malheureusement, il y a des faits qui sont incontournables et qui, aujourd'hui, je vous dis, ne sont même pas adressés par aucun parti politique dans aucune région. Les Japonais non plus, s'en préoccupent pas du tout. Voilà. Et quand ils s'en préoccupent, comme Madame Merkel, ça donne des catastrophes. Donc il faut peut-être mieux, en effet, qu'ils s'en occupent pas. C'est peut-être mieux pour nous. Alors, nous, on peut toujours, parce qu'on est des grincheux, Olivier et moi, dire ouais, le système, là, franchement, on le sent assez mal. On est dans le storytelling et on est dans le Ponzi. Mais enfin, heureusement, on a tort, parce que regardez, le cœur de l'économie, c'est l'entreprise, et l'entreprise, elle y croit. Elle y croit au scénario de la croissance. Et quand vous regardez aujourd'hui ce que font les entreprises américaines de leur trésorerie, ce que font les entreprises européennes de leur trésorerie, ce qui est incroyable, c'est que avec des perspectives de croissance à 2,5, 2,8, 3, 3,3 aux États-Unis, mais est-ce que les entreprises investissent dans cet avenir radieux où il y aura davantage de consommateurs, où on fera davantage de marge, où on va créer une nouvelle demande qui sera satisfaite grâce au ruissellement, les ultra-riches s'empressant de multiplier les jardiniers, les promeneurs de chiens, et on aura de plus en plus de gens dans les restaurants ou pour participer à un happy hour, et on donnera des pourboires généreux aux gens qui viennent vous servir votre cocktail. Mais qu'est-ce que font les entreprises de cet argent? Est-ce qu'elles investissent dans des projets nouveaux? Quand vous êtes une entreprise américaine, l'essentiel des investissements se fait en Chine, non, trop cher. Au Vietnam, trop cher. Au Bangladesh, trop cher. Tiens, en Afrique maintenant. Bon, les entreprises non seulement n'investissent pas là où il y a théoriquement une clientèle solvable, mais en plus de ça, elles rachètent leurs propres titres à des niveaux tellement énormes que ça équivaut d'ailleurs au QE de la BCE. On était à 650 milliards de titres rachetés pour les seules entreprises américaines en 2016. On sera un petit peu moins en 2017, mais ça reste encore colossal.
Mais pourquoi donc investir dans le rachat de ses propres titres, ce qui est la dernière chose que l'on fait lorsqu'on a investi, lorsqu'on a redistribué un petit peu de la richesse à ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire les salariés, quand on a mis de côté également un petit peu de fonds de roulement et qu'on a également mis de côté la R&D, la recherche et développement, et que l'on a mis sur la table de quoi construire de nouvelles unités de production. Pourquoi on ne voit rien de tout cela et des rachats de titres? C'est quand même extraordinaire. L'entreprise au cœur de l'économie qui n'investit pas dans cette économie. Ben, tout simplement parce qu'elle sait très bien qu'elle-même n'embauche pas, qu'elle n'augmente pas ses salariés et qu'à la fin, si elle investissait pour créer des usines, de toute façon, elle ne trouverait pas de gens pour acheter, puisque elle-même ne distribue pas de bonus, de salaire, etc. Et voilà, ça c'est la vraie réalité de l'économie dans laquelle on est. Alors je vais juste conclure avant la deuxième partie, mais je vais juste conclure. L'issue de tout ça, c'est quoi? L'issue, c'est la fuite devant la monnaie. C'est la fuite devant la monnaie, ça veut dire que vous aurez à un moment une chute de la valeur de votre monnaie. Alors on peut appeler ça hyperinflation, moi je trouve que le terme est très mauvais, mais ça veut dire que tout d'un coup, les gens vont s'apercevoir que derrière, il n'y a rien. Quand on vous tend un billet de 50 €, c'est uniquement de la confiance, hein. C'est-à-dire on vous dit ça vaut ça, prenez-le et achetez quelque chose avec. C'est uniquement de la confiance. La confiance, c'est binaire. C'est 1 ou 0. Soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance à 77% dans quelqu'un. Donc le jour où vous n'avez plus confiance, la monnaie, là, les petits billets, ça vaut 0. Donc, là, je vais passer la parole parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez éviter ce genre de plaisanterie, c'est une plaisanterie que les Argentins ont connue il y a 15 ans. Hein. Ce n'est pas si lointain que ça. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. Une fois, j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui m'a dit « Oui, mais enfin, les Argentins, c'est des sauvages, monsieur Delamarre. » J'ai dit « Ah bon, ok, d'accord. Nous, ça ne peut pas nous arriver. On est français. » Donc, franchement... et donc, il avait juste oublié quelque chose, c'est qu'on n'est même plus français maintenant, on est bruxellois plutôt, avec l'euro. Donc, attention, ça se finira mal. Et ça se finira par les monnaies. Et si ça se finit par les monnaies, je vous rappelle que la monnaie libelle tous vos actifs. D'accord ? Donc, c'est assez simple. Si vous prévoyez un crack sur le CAC 40, il suffit de ne pas avoir de CAC 40 et puis vous en fichez complètement, vous dormez très bien. Si vous anticipez un crack sur les obligations, il suffit de ne pas avoir d'obligations. Si vous anticipez un crack sur l'immobilier, il suffit de ne pas avoir d'immobilier. Mais quand vous avez un crack monétaire, vous faites quoi ? Vous achetez de l'or. De l'or. Bon, merci beaucoup. Merci. Mais attendez. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Je vous confirme que moi, je fais partie de ces millions d'Espagnols qui sont partis. Donc voilà.